tir, Mario. Oh, okay. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Mais quel arrêt de la part de côté Casabon! Le laver. La pointe, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est bon! Et voilà! L'assurance siège champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Cédric Montminy du Cool FM de Saint-Georges. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. La saison suit son cours. Yes. Des bonnes parties en fin de semaine. Ça l'a fait jaser pas mal aussi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on va avoir une bonne émission ce soir. Oui, exact. Tu sais, il y avait un autre 7 games en fin de semaine passée, 8 games aussi cette semaine, on y reviendra, mais il y a de l'action, ça bouge aussi au niveau du classement. Tu sais, je donne un exemple. En fin de semaine dernière, jeudi, vendredi, samedi, il y a eu 3 équipes différentes qui ont occupé la 3e position au classement, ce qui est quand même assez incroyable. On parlait au début de la saison qu'avec les nouvelles équipes et tout, au niveau de la parité, qu'on en avait peut-être perdu un peu. Mais si on regarde les 10 derniers matchs pour chaque équipe, mis à part le National de Québec qui est 3 victoires, 7 défaites, toutes les équipes ont soit 4 ou 6, entre 4 et 6 victoires à leurs 10 derniers matchs. Fait qu'il n'y a pas de super haut, de super bas. Fait que la parité là, qui est quand même revenue là, au fur et à mesure que la saison avance. C'est le fun à voir, puis ça fait des matchs enlevants là, à chaque fin de semaine. Peut-être dire quelques salutations là, à Jean-Paul Veilleux qui nous dit bonsoir à vous deux et bonne soirée. Stéphane Bailey qui dit salut messieurs. David avait mis son alarme, ouais, c'est ça. David qui est avec nous. T'es venu faire. À deux, hein, Seb? T'es venu faire un tour, Dave, en soir? Ouais. Ou, Exact. Danny Charette qui dit salut les boys, ça va? Moi j'ai hâte à jeudi. Céline Labonté, Gilbert Gauthier qui dit salut les boys. On pourrait peut-être commencer avec quelques nouvelles. Du côté peut-être des 3 étoiles, là, justement, on l'a dit qu'il y a eu des gros matchs. Oui, il y a eu des gros scores. Donc, la première étoile de la semaine, Nathan Larose. Donc, on pourrait revenir avec Cédric Montminy du Cool, du match là, de 12 buts que le Cool a eu, qui était là, un record d'équipe. D'ailleurs, là, on a égalé un record d'équipe à domicile. Donc, le Cool qui a marqué 12 buts. La dernière fois, c'était arrivé. La seule autre fois de l'histoire du Cool, c'était contre le défunt Lacroix de Windsor en 2001. Donc, ça fait un petit bout. Nathan Larose, là, qui a 3 buts, 2 passes dans le match de samedi. Donc, performance là, quand même assez incroyable. Surtout qu'on ne l'oublie pas, mais ça reste que Nathan Larose, c'est quand même un défenseur. Donc, 5 points pour un défenseur, c'est assez impressionnant. Puis Nathan Larose, là, à ses 4 derniers matchs, juste comme ça, là, 2 points, 3 points, 2 points, 5 points, ce qui fait 12 points en 4 matchs. Fait qu'il y a une moyenne de 3 points par match depuis 4 matchs. Fait que c'est du Nathan Larose tout craché, comme on peut dire. Donc, la Rose qui est en feu. Ensuite de ça, du côté de Jonquière, quand même une belle histoire en fin de semaine. Alexandre Tremblay, qui est Jonquière aussi. Jonquière a connu une drôle de fin de semaine, là, on va se le dire. Là, gagner 8-0 vendredi puis perdre 12 à 1 le lendemain. Ça fait quand même une drôle de fin de semaine. Mais Alexandre Tremblay qui a fait un tour de chapeau dans la victoire du vendredi, devenant là. À moins d'informations contraires là, de ce qu'on a pu trouver, là, c'est le plus vieux joueur de la Ligue à avoir enregistré un tour de chapeau à 45 ans. Pour donner une idée, là, dans la Ligue nationale, le record appartient à Jaromir Jagr qui l'a fait à 42 ans. Donc, Tremblay qui le fait à 45, c'est quand même assez impressionnant. Surtout que le 3e est en désavantage numérique en plus. Donc, Alexandre Tremblay, 2e étoile de la semaine. Il a aussi rajouté un but. Là, il a le seul but de son équipe là, dans le match de samedi. Là, C'était pas 2, c'était pas 12-2?
Ah, 12-2? Ah, peut-être. Un des deux buts. 12-2. Tu as raison, excusez-moi pour l'erreur, mais oui, 12-2. Donc, il y a quand même 4 buts en 2 matchs pour Alexandre Tremblay en fin de semaine, qui, depuis qu'il est revenu, là, il y a 2-3 semaines là, de sa blessure, quand même, là, ça change un peu l'image là, des marqués, on en a parlé, mais c'est beaucoup de leadership. Puis même à son âge, c'est quand même de la vitesse et de l'intensité qu'il apporte dans l'alignement. Puis la troisième étoile, le gardien du bataillon Saint-Hyacinthe, David Richer, qui a obtenu la victoire là, jeudi dernier à Saint-Hyacinthe face aux Éperviers. Donc, sa performance était 36 arrêts sur 38 tirs, 947 pourcentage d'arrêts. Il faut dire que il y a quand même eu beaucoup d'arrêts clés, là, comme on appelle dans le jargon, dans cette victoire-là. Les Éperviers qui ont marqué 2 buts rapides en première période, puis Richer qui est resté parfait tout le reste de la game pour donner une chance à son équipe de revenir dans le match qu'ils ont fait, victoire là, de 3-2. Au niveau là, des petites nouvelles, il y a quelques plateaux qui ont été atteints dans la Ligue américaine. Donc, tout d'abord, le capitaine du bataillon, Loïc Marcotte, qui a récolté son 200e point en carrière dans la Ligue américaine. Donc, on s'est récolté là, la majorité de ces points-là avec les 3L de Rivière-du-Loup, mais atteint le 200e là, avec le bataillon. Ensuite de ça, Gabriel Paquin-Boudreau des Éperviers de Sorel-Tracy, qui a atteint là, le plateau des 200 matchs. Donc, du côté de Paquin-Boudreau, on a atteint ce plateau-là là, avec l'organisation des marquis des pétroliers de Laval, pétroliers du Nord plutôt de Laval à l'époque, et les Éperviers. Donc, voilà pour Paquin-Boudreau. Puis finalement, Anthony Verret qui, lui aussi, a atteint le plateau des 200 matchs. Il avait atteint le plateau des 200 points un peu plus tôt dans la dernière saison. C'est sûr que pour les joueurs qui, justement, se tiennent près de la moyenne d'un point par match, ça fait que ce type de plateau-là arrive souvent en même temps. Anthony Verret, qui, lui, avait évolué avec les défunts draveurs de Trois-Rivières avant de s'amener à Saint-Georges, là où il a passé la grande majorité de sa carrière dans la Ligue américaine. Ensuite de ça, il y a eu quelques autres moments marquants, là, notamment du côté de Laval. Ça a été le premier duo père-fils à évoluer derrière le banc d'une équipe. Donc, Pierre Pelletier n'était pas disponible pour, je pense que c'était le match de jeudi, si je ne me trompe pas. Et c'est Lucien Paquette et Danick Paquette là, qui, lui, est tout près d'un retour au jeu, là, nous dit-on, du côté de Laval, qui était derrière le banc là, pour ce match-là. Donc, quand même un beau moment. J'imagine que les deux ont pu vivre ensemble. Puis sinon... peut-être souligner aussi là, que... Parlant de Danick Paquette là, qui va apparaître là, dans la nouvelle série L'Appel prochainement. Là. Donc, ça relate là, une série qui relate un peu là, Maurice Momboucher, personnage connu là, des années 90. Là. OK. Ah, ça risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir qui va jouer là-dedans. Donc, à suivre la carrière d'acteur de Danick Paquette qui va toujours aussi bien. On dirait qu'à chaque année, il y a tout le temps... On l'a vu dans Indéfendable il y a 2 semaines environ également. Oui. Donc, à suivre sur le petit écran québécois. Donc, ensuite de ça, d'autres nouvelles. Il y a les 3L là, qui commencent à faire leur publicité là, pour le match en rose qui s'en vient à grands pas. Donc, ça va être le vendredi 7 février contre le National de Québec à Rivière-du-Loup. Donc, ça va être à suivre au courant des prochaines semaines. On le sait, l'année dernière, ça avait été une année record au niveau là, des dons qui avaient été amassés. Les 3L là, qui, justement, là, ça va bien encore de leur côté, sont au 3e rang présentement de la Ligue nord-américaine. Donc, risque d'avoir encore une très grosse foule à prévoir. Donc, ça va être un beau moment, ça. Donc, à suivre on va en reparler probablement la semaine prochaine aussi, mais 7 février. Puis, parlant là, justement de causes caritatives, il y a l'entraîneur-chef du bataillon, Dominique Lapensée, qui avait, dans le fond, la classique Bob Lapensée, qui est organisée là, par, dans le fond, la famille, je crois, de Dominique, qui ont ramassé, là, je pense, 10 555 $. Donc, on a présenté le chèque dans les derniers jours. La classique a eu là, lieu durant le temps des fêtes. Puis, c'est un organisme là, qui vient en aide là, aux adultes là, qui ont besoin de soins palliatifs. Donc, un beau geste là, de la famille, la pensée. Donc, c'est toujours le fun à voir.
Puis, dernière petite nouvelle là, avant que j'oublie. Donc, il y a un entraîneur-chef qui risque d'atteindre un plateau important, peut-être en fin de semaine, ça dépend, mais Bobby Barry qui avait atteint le record là, du plus de victoires pour un entraîneur-chef plutôt cette saison, avec 294, ben là, s'approche du 300. Ne pourra pas obtenir la victoire vendredi, puisqu'il y a une petite suspension là, d'un match qui a été accordé à Bobby Barry, donc devrait être de retour vraisemblablement à son poste samedi soir, alors que les Pétroliers seront en visite à Thetford Mines, donc pourrait là, atteindre le 300 victoires. Et ce qui est drôle, c'est que quand Bobby Barry a battu le record du plus de victoires en saison régulière cette saison, eh bien, l'entraîneur qui l'a battu était Pierre Pelletier, qui n'entraînait plus au moment où on se parle, ou au moment où c'est arrivé, mais au moment où on se parle, est revenu comme entraîneur chef des Pétroliers. Donc, c'est sûr que là, il y a une petite distance qui s'est créée entre les deux entraîneurs, mais Pierre Pelletier, qui était à 293 pour commencer l'année, lui aussi, techniquement, là, aurait la chance de peut-être se rendre à 300 si les Pétroliers ont du succès d'ici la fin de la saison. Donc, ça va être à suivre à ce niveau-là également. Yes. Je pense que ça faisait le tour des nouvelles, Dave. Oui, ça faisait le tour, donc on peut enchaîner. Yes, on est prêt à y aller avec notre invité, Cédric Montminy du Cool FM de Saint-Georges. Comment ça va, Cédric? Ça va bien, vous autres? Yes, oui, ça va bien. Donc, on s'est parlé un petit peu tantôt là, backstage. Je t'appelais la recrue de 29 ans. Tu me disais que ça te faisait quand même bizarre d'être appelé recrue là, à 29 ans. Oui, c'est un petit peu un retour au bas de l'échelle, mettons. Non, c'est sûr, ça fait 8 ans que j'ai pas repassé par là. Fait que c'est un petit vent de nouveau là, qui revient, mais c'est sûr qu'on se parlait en début, tu sais. Je pense que cette ligue-là est habituée de voir des recrues un petit peu plus âgées. C'est un petit peu plus commun. Fait que c'est bien correct comme ça. T'es pas le seul dans ton équipe. Il y a quelques vieilles recrues avec toi, là, notamment tes compagnons de trio, William Leblanc, là, qui est un petit peu plus jeune que toi, avec Gabriel Chabot également. Oui, on est tous dans le même bateau, toute la ligne au complet en même temps. Donc, nouvellement arrivé avec le Cool FM, on en a parlé également backstage, mais ça va très bien là, depuis le début de la saison pour toi, 30 points en 23 parties, mais aussi pour ton équipe là, qui enchaîne beaucoup de victoires. Oui, vraiment, on a un groupe de gars qui s'est bien entendu dès le départ, je vous dirais, depuis le camp d'entraînement. Moi, je ne suis pas un gars qui suit les réseaux sociaux, puis qu'est-ce que le monde dise, puis quoi que ce soit, mais ça a été un peu de motivation pour l'équipe en début de saison. Ça a l'air que le monde ne nous plaçait pas très haut dans le classement, puis les attentes n'étaient pas très élevées. Fait que je pense que on a répondu de la bonne façon là, tout de suite en partant en saison. On est parti fort, on est parti à Beauceville en plus, qui était on n'avait pas notre aréna, puis tout. Fait qu'on a fait face à beaucoup d'adversité tout de suite en partant en saison. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pu partir sur un momentum tout de suite en partant. Oui, il faut dire qu'il y avait eu beaucoup de changements. Tu sais, Saint-Georges avait fini avant-dernier au classement l'année dernière. Ça n'avait pas été une super fin de saison. Il y avait eu beaucoup de départs de joueurs importants de l'équipe. Donc, il y avait Raymond de la Roseville, le directeur général, a fait un très beau travail pour ramener là, des nouveaux joueurs, mais il y avait beaucoup, disons, de points d'interrogation pour commencer l'année, surtout si avec l'Arena. Il y avait l'échange aussi un peu de Nathan Larose, le spectre de s'il allait jouer. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Peut-être. Il est là, puis il est en grande forme, finalement. Oui, il va bien. Peut-être que les prédictions avaient été faites avant qu'il confirme son retour aussi. C'est ça. Non, on est content de l'avoir, c'est une pièce maîtresse de l'équipe, c'est sûr et certain. Puis sinon, justement, là, recrue de 29 ans, on arrive dans l'année américaine. On joue nos premiers matchs à la maison dans un aréna de 500 places à Beauceville. C'était quand même un petit peu cette expérience-là de rentrer là, puis c'était un petit peu des paysans ou c'était un retour aux sources de quand tu étais plus petit, que tu jouais dans des petits arénas? C'était comment jouer à Beauceville? C'était
on se cache. L'aréna est belle, l'aréna est récente, c'est correct. C'est juste que oui, tu l'as dit, c'est un méga clash, là. Surtout pour un gars que c'est ta première année, t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pu voir tout de suite en arrivant là-bas que, tous les gars, tu me disaient, fais-toi-en pas, c'est pas comme ça, puis on est juste ici, c'est juste de passage. Tu vas voir, mais qu'on retourne à Saint-Georges, on a du monde dans les estrades, puis l'aréna est le fun, puis tout. Fait que, on s'accrochait un peu à ça, là, malgré que, j'avais aucune idée de la situation, là. Moi, j'avais pas suivi qu'est-ce qui se passait, etc. Fait que, un gros clash, sauf, c'est ça, je faisais confiance au staff, je faisais confiance aux gars qu'eux, ils me disaient que ça allait se régler, puis regarde, il y avait raison, puis là, à cette heure, à jouer dans notre arena avec notre chambre puis nos partisans, c'est super. C'est quoi tes premières impressions du vrai arena, la première fois que tu es rentré au centre sportif La Croix-du-Til, des installations, puis aussi de la foule qu'il y avait, là, ça avait été, pour le retour du cool, là, ça avait été une salle comble là-bas. C'était quoi tes impressions là, de la première fois que tu jouais dans ton arena? J'ai été surpris, je te dirais que je savais pas trop quoi m'attendre, ben franchement, mais que du positif, la chambre est géniale, la chambre des joueurs, après ça, la glace, il y a du monde au game, il y a de l'ambiance. Puis là, qu'est-ce que je trouve le mieux, c'est que le monde sont dans les matchs, sont pas juste présents, sont dans le game. Puis non, j'ai été très, très, très agréablement surpris. Je pense que présentement, moi, c'est sûr et certain, OK, je joue pour le cool, mais je trouve que c'est l'aréna dans la ligue où est-ce qu'il y a le plus d'ambiance par rapport aux partisans. C'est la place que j'aime le mieux jouer, c'est sûr, là. Mais tout aréna confondu, je trouve que c'est elle qui est le mieux adaptée à la ligue, avec le nombre de monde dans les estrades, puis la grosseur du building. Puis, ouais, c'est l'aréna à Saint-Georges, c'est pas mal le top de la ligue, je te dirais. Si on voulait parler un peu peut-être de ta carrière, Cédric, je vais regarder un peu ta feuille de route. Tu as quand même un parcours atypique, jamais repêché dans la GMQ, à moins que je me trompe. Non. Tu t'es dirigé là, avec les Patriotes du Cégep Saint-Laurent au niveau collégial, junior 3A ensuite. Tu as eu un petit séjour là, avec Drummondville dans la LHJMQ. Tu peux peut-être nous parler un peu justement de ton parcours junior? Oui, ça a été un parcours qui n'était pas très facile, je dirais. Là. Ça a été un parcours où est-ce que oui, j'ai commencé collégial, ça n'a pas marché du tout. J'ai vraiment pas aimé mon expérience collégiale. Fait que, dans le fond, moi, c'est parce que j'avais été repêché junior 3 à Saint-Léonard à 16 ans, je pense, ou 17 ans. Fait que quand je suis sorti du midget 3, c'était soit que j'allais là-bas ou que j'allais jouer collégial. Fait que finalement, ben, mes parents ont dit, garde, tu vas aller jouer collégial, puis essaye-le. Ça n'a pas fonctionné. Fait que je me suis fait échanger junior 3 à Sherbrooke. Là, j'ai joué junior 3, puis j'ai adoré ça. À Champlain, c'était numéro 1. Puis là, est venu l'appel. T'es originaire de Sherbrooke? Ouais, je suis originaire de Sherbrooke, moi. Fait que, tu sais, je jouais chez nous, toute ma famille, j'étais proche d'eux, c'était génial. Après ça, est venu l'appel de Drummondville à 19 ans. Ouais, à 19. Je me suis présenté. Je suis arrivé, je pense, une semaine ou deux après le camp d'entraînement à Drummond. Ils m'ont donné un contrat de joueur régulier. Tout allait bien. Puis, c'est ça, je pense que c'était la période des transactions, là, la dernière journée des périodes de transactions. J'étais régulier avec l'équipe, j'avais signé mon contrat, j'étais en pension. Puis, je me suis dit, garde, ils ont échangé ils ont échangé tous leurs 20 ans, ils ont été vraiment pour la reconstruction, puis tout, puis j'ai comme un peu, j'étais jeune, puis tout, puis j'ai un peu paniqué, fait que j'ai décidé de retourner jouer junior 3, je me suis dit, aïe, moi j'ai 19 ans, c'est sûr que j'ai plus ma place ici, puis ça, fait que je suis retourné jouer junior 3. J'ai fini l'année. Tu pensais qu'elle allait t'échanger, puis t'es parti avant, genre? Ou... Non, pas nécessairement ça, je trouvais, tu sais, on tombait, l'équipe, c'était clair qui tombait en reconstruction. Puis moi, j'étais une recrue de 19 ans dans le junior majeur. Puis, tu sais, j'avais fait des. Tu sais, ça allait bien, là, jouer avec Mike Carconnet qui est dans 11 points en 19 games, c'est pas pire quand même. Ouais, ça allait quand même bien. Puis, tu sais, j'ai commencé ça à 4, mais après ça, ils m'ont monté sur. Je jouais sa deuxième ligne avec Mike Carconnet. Puis, tu sais, on s'entendait bien, on était en pension ensemble. Tu sais, on avait une bonne chimie. Puis là, ben.
c'est ça, quand ils ont tous échangé leurs 20 ans, Charles-David Baudouin, Louis-Philippe Guindon, ils ont échangé les gars pour faire une reconstruction. Puis je te dirais qu'à 19 ans, j'étais comme colique. OK, ils me gardent, mais ma place, elle sera plus là. Ils vont avoir un renouveau, puis tout. Fait que je suis un peu paniqué. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais-tu dû, regarde, rendu là, je sais pas qu'est-ce que ça l'aurait fait autrement, mais j'ai décidé de retourner jouer Junior 3 à Champlain. Puis mon coach, c'était Pascal Réaume, qui était à Champlain, Junior 3 à Sherbrooke. Fait que je suis retourné jouer avec eux autres. Puis là, comble du malheur, l'année d'après, mon année 20 ans, Champlain tombe collégial. Les Cougars du Collège Champlain, ils partent de Junior 3, ils s'en vont jouer collégial. Fait que j'ai dit non, moi, je retourne pas dans cette ligue-là. Fait que je suis tombé dans un repêchage d'expansion, puis je me suis retrouvé à Saint-Jérôme, Junior 3. Fait que ça a été un peu un 4 ans junior up and down, je te dirais. Ouais, rocambolesque. Ouais, vas-y. Si on regarde quand même, tu as quand même une belle carrière dans le Junior 3 quand on regarde au niveau des statistiques. On voit aussi que tu as quand même eu 2 bonnes runs de playoffs avec Sherbrooke. C'est quoi tes souvenirs là, de justement quand vous êtes rendu loin? Ouais, j'ai des bons souvenirs. On a perdu en 7 en finale 2 ans de suite. Wow. La première année, on menait 3-1 contre Granby, après on s'est fait remonter. Puis la deuxième année, Game 7 contre Collège français, puis on a perdu en prolongation. Fait que les 2 années là, que j'étais là, on était très, 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 très proches, mais juste des bons souvenirs. Juste des bons souvenirs. Tu sais, Michael Réaume qui joue à Saint-Georges avec moi, il jouait avec moi Junior 3 à Champlain, puis tu sais, quand on s'est revus à Saint-Georges pendant le camp d'entraînement, c'était comme si on s'était vu 2 semaines avant. Là, quand tu joues junior, tu tisses des liens avec des gars qui restent à la vie, là, je pense. Puis c'est comme cette période-là de ta vie que tu te fais tes bons amis. Fait que c'est des moments qui restent dans ma tête, là, c'est sûr. Quand tu as terminé ta saison de 20 ans, ben, peut-être pendant la saison, là, mais tu regardais, est-ce que pour continuer ta carrière de hockey, c'était-tu pour tu regardais les études? Finalement, tu es allé en Europe, là, mais comment que ça s'est passé? Je voulais jouer au hockey. Je voulais pas arrêter. Fait que j'ai pris en première offre qui est arrivée. J'ai signé en France. Ça n'a pas été une année extraordinaire, je te dirais. Là, c'était un calibre de jeu qui était très, très, très average. Mais j'étais en Europe. J'ai vu du pays. J'ai pu me promener. Dans cette division-là. Je pense qu'on jouait 17 games, je pense. 17-18 games dans la saison. 18 games. Fait que tu joues une game par fin de semaine, puis tu voyages le restant du temps, mettons. Tu as le temps de faire ce que tu veux. Fait que non, j'ai vu du pays. Ça a été une expérience qui a été quand même pas pire. Mais au niveau hockey, c'était très ordinaire. C'était pas du hockey de haut niveau. C'est l'année d'après là, que là, j'ai commencé à jouer du hockey un peu plus de haut niveau. Là. Ouais, l'année suivante, tu es allé en Allemagne. L'équipe, ça dit EHC Timmendorfer Strand 06. C'est quoi cette équipe-là? C'est dans quel bout de l'Allemagne? Ça, c'est... Dans le fond, Timmendorf, c'est une ville qui est au nord de l'Allemagne. On est à 45 minutes d'Hambourg, sur le bord de la mer Baltique. Okay. Fait que dans le fond, nous, on est sur le côté allemand de la mer, puis de l'autre côté, là, tu tombes vers les pays scandinaves. Là. Tu t'en vas vers le Danemark, la Finlande, la Suède. Fait que c'est de toute beauté. C'est une destination de choix pour les Allemands qui ont beaucoup d'argent puis qui vont là pour l'été, mettons. Mais l'hiver, il y avait peut-être 10 000 personnes là, dans le village. Là. C'était tout petit. Sauf que j'ai eu des moments mémorables là, dans cette place-là. C'est là que j'ai appris un peu plus le hockey, le commitment, toutes ces affaires-là. Fait que c'était une ligue qui était plus sérieuse. Les Allemands étaient stricts. Fait que j'ai eu beaucoup de fun là, à jouer dans cette ligue-là, vraiment. T'as-tu fait un Oktoberfest? Ouais, ben là, c'est ça. Là, ça, j'ai appris ça quand j'étais là-bas, sauf que l'Oktoberfest, il se fête vraiment plus au sud du pays. Okay. Moi, j'étais au nord, puis eux, c'est un petit peu moins dans, on va dire, leur culture. Là. L'Oktoberfest se fête plus à Munich,
plus vraiment au sud du pays, c'est eux que c'est vraiment la bière est ancrée là, dans leur culture. Là, fait que il y en avait, mais tu sais, c'était rien que comme on voit à la télé, mettons, là, que on dirait qu'il y a 10 000 personnes dans un chapiteau, puis tout le monde crie, puis tout le monde est sous, là, mais c'était pas autant gros que ça, qu'est-ce que j'ai vécu, là. C'était plus sobre, on va dire. Ouais, pas mal plus relax, ouais. As-tu profité pour peut-être visiter d'autres pays en Europe? Oui, beaucoup. J'ai fait une douzaine de pays, là. La République tchèque, l'Italie. J'ai fait, dans le fond, la Slovaquie, la France, l'Allemagne. Ouais, j'ai fait... j'ai déjà compté avec ma conjointe. Là, je pense que j'étais à 12 ou 13, là. 12 ou 13 pays. Mais tu sais, là-bas, t'es à un train près de pouvoir visiter toute l'Europe, là. Fait que ça va quand même assez vite, là. C'est-tu pendant la saison ou c'est plus peut-être dans les arrêts ou l'été avant de repartir au Québec? Avant de repartir au Québec, pas vraiment. Mais durant la saison, t'as le temps, là. C'est pas... la cédule, quand j'étais en Allemagne, elle se faisait bien, puis c'était rien qui était trop accaparant, mettons, là. C'était pas... c'était rien de trop lourd, mettons, pour pas pouvoir voyager. Puis t'as le break olympique. T'avais le break international, je pense qu'ils l'appellent. Fait que ça, tu peux voyager un peu. Je vais juste plugger mon ordi, les gars. Je pense que j'aurais plus de batterie. Ah, ben oui, ben oui. Oups. D'habitude, c'est la chose qu'on demande à nos invités de surveiller leur batterie, puis j'ai oublié de la demander. C'est ça qui est arrivé à Olivier Mathieu à la fin de l'entrevue la semaine passée. Ben là, mon ordi vient de m'envoyer un pop-up et dit vous allez être débranché. Je dis il ne faudrait pas que ça arrive, ça. C'est ordinaire. C'est bon, parfait. Mieux vaut prévenir que guérir. Il n'y a pas de trouble. Sinon, moi, je voulais te demander, tu as dit que tu as fait à peu près 12-13 pays en Europe là, pendant ton séjour là-bas. Si tu avais le choix de retourner à une place en Europe, ça serait où? Pour jouer au hockey, l'Allemagne, sûr, à 100 000 à l'heure. Pour aller passer du temps, mettons, relaxer, j'ai adoré l'Autriche, mais sinon, j'ai fait tout le sud de la France, là, la Côte d'Azur, puis tout pour relaxer, c'est magnifique, là, c'est sûr, c'est les paysages, là. En termes de beauté de pays, moi, mon coup de cœur, ça a été l'Autriche. Super. Donc, ensuite de ça, retour... Petite question de Jean-Michel Poulain qui parle de la gestion pratique versus les voyages, justement. Je pense de savoir peut-être... je pense qu'on a peut-être un petit peu effleuré le sujet, mais... Est-ce que c'était pratique à chaque jour en Allemagne? Oui, en Allemagne, on avait des pratiques à chaque jour. Les pratiques se faisaient en début de journée, je te dirais 11h30, midi peut-être. Puis après ça, tu es libre, là, tu fais ce que tu veux. Là, tu peux rester à l'aréna. Nous autres, on avait un petit gym. C'était une vieille aréna. Tout était utilisable, on va dire, tout était correct, là, c'était rien de très extravagant, mais tu pouvais rester à l'aréna puis faire ce que tu veux, là, les trainers restaient là pas mal toute la journée, eux autres. Donc, ensuite de ça, retour en Amérique du Nord, tu es allé jouer à Rapid City dans la Ligue de la Côte-Est. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que tu as reçu une coupe d'appel quelque part? Est-ce que c'était justement, tu t'attendais ta chance de pouvoir tenter l'expérience de hockey professionnel en Amérique du Nord? Comment est-ce que ça s'est passé? Non, moi, en fait, je voulais plus rien savoir du hockey en Amérique du Nord. J'avais signé une prolongation de contrat de 2 ans en Allemagne. Puis, à ce temps-là, mon agent m'a appelé le 23 juin. Moi, je partais le 28 juillet dans ces eaux-là pour me dire que l'équipe avait perdu son plus gros sponsor. En Europe, ça marche beaucoup avec les commanditaires. L'équipe a fermé 1 mois avant de partir. Ils t'ont-tu averti? Non, j'ai eu aucun heads-up, rien. C'est mon agent qui m'a appelé pour me dire que c'était terminé. Fait que on s'est comme donné une semaine pour essayer de se revirer de bord et se trouver une équipe. Mais là, à ce temps-là de l'année, c'est difficile. D'abord, en Allemagne, c'est 2 importés par équipe. Fait que c'était que tout le monde était signé, tout le monde était pris. Il aurait fallu que j'attende au mois de septembre.
Fait que c'est là que j'ai appelé Pascal Réon. Puis j'ai dit, Pascal, il faut que tu me trouves un tryout en quelque part en Amérique du Nord. Puis il m'a trouvé un contrat à Rapid City dans East Coast. Fait que je suis arrivé là-bas, moi, puis tu sais, dans East Coast, les contrats ils valent rien pantoute, là. Un contrat dans East Coast, ça vaut rien. Si l'équipe elle te signe un contrat, elle peut bien te donner comment qu'elle veut par semaine, mais si demain matin, un gars qui descend de la Ligue américaine, puis c'est toi que le coach aime pas, ben tu t'en vas chez vous. Fait que j'avais un contrat en main, mais qui valait rien dire, dans le fond. Fait que, mais non, je suis parti là-bas à Rapid City, puis j'ai fait ma place dans l'équipe, puis c'est ça, j'ai joué là 3 ans. Rapid City, moi, ça me saute toujours aux yeux quand je vois ça dans la fiche d'un des invités de Rapid City, parce qu'on a eu quelques-uns qui ont passé par là. Géographiquement, dans la Ligue de la Côte-Est, probablement l'équipe la plus éloignée de toutes, là, à part, je pense, quand il y avait une équipe en Alaska, ou au Newfoundland, mais tu sais, c'est au Dakota du Sud. C'est un petit peu perdu. C'est quoi l'expérience? Tu as quand même joué là-bas 3 ans. Ça a été quoi pour toi l'expérience de Rapid City? J'adorais ça. Moi, j'ai trippé. On était bien là-bas. Il y a du monde au game. On était dans une culture où est-ce que tu faisais partie de la communauté. Les gars, t'es tout le temps ensemble. Tout le temps. Il n'y a rien à faire. Fait que on se retrouvait tout le temps dans un petit bar qui était comme le bar de l'équipe. Après les pratiques le mercredi, il y avait une sortie d'équipe obligatoire. Il fallait qu'on aille manger des prime ribs dans ce petit bar-là. C'était comme vraiment axé sur l'équipe. C'était vraiment comme... Il y avait des... Fallait aller manger des prime ribs. C'est comme une obligation de l'équipe, là. C'est ça? Oui, ça, ma première année, c'était obligatoire. Il fallait aller manger ça. Puis le bar s'appelait le Kelly's. Là. Et là, si Gab Chabot, il voit ça passer, il va rire, mais... Le bar, il s'appelait le Kelly's, puis après pratique, le mercredi, il fallait qu'on aille là. Il fallait qu'on aille manger nos prime ribs, puis le capitaine, c'était obligé. Le capitaine, il disait, les boys, après la pratique, tout le monde est dans la chambre, tout le monde est en train de se déshabiller, puis tout. Il dit, boys, dans 1 heure, on se retrouve au Kelly's, puis on va prendre une bière ensemble. Mais tu sais, c'était... Moi, ça faisait partie de la culture. C'était comme, tu sais, à cette heure, je trouve ça plate, parce que le hockey, c'est plus comme ça, là. C'est plus de même. Les gars sont de plus en plus me, myself and I, puis c'est de valeur un peu. Le hockey, moi, je trouve qu'il s'en va pas dans une bonne direction. C'est important que les gars continuent à avoir du fun. Puis tu parles souvent avec des gars qui ont joué dans la Ligue américaine longtemps ou des gars qui sont comme « Hey man, j'ai pas eu tant de fun. » Puis tout, mais je suis comme « Voyons, comment ça que t'as pas eu de plaisir? » Dans East Coast, les gars descendent puis ils ont tout le temps du fun parce que les gars sont proches. Puis c'est le sentiment d'équipe. Puis on comprend que tu veux retourner chez vous là, puis jouer à ton Game Boy, là, mais là, c'est obligatoire, mon gars. Là. Tu t'en viens jouer, tu t'en viens prendre une bière avec les boys, puis on s'en va se parler ensemble, là, puis on va avoir du fun, on va jouer au pool, puis je trouve ça plate que ça déroge. À cette heure, là, c'est un peu moins ça, là. OK, le sentiment de boys est moins là. C'est peut-être plus la culture aux États-Unis ou c'est partout là, que c'est comme ça? Non, c'est partout que c'est comme ça. Je pense que les gars c'est rendu un sport de plus en plus individualiste. Je trouve le hockey, c'est rendu un sport qui s'en va de plus en plus vers là. Là, je peux pas aller sur ce territoire-là, mais tu sais, il enlève de plus en plus la robustesse, il enlève de plus en plus le facteur de la game qui faisait en sorte que tu n'avais pas le choix d'être un pack, sinon tu te faisais manger. Là. Là, j'ai l'impression que de plus en plus tu vas enlever ça, de plus en plus que ça va devenir un sport individuel, puis de plus en plus que le sport va être axé sur la petite personne. Je trouve que ça s'en va dans cette direction-là. Si tu regardes les Oilers d'Edmonton, tout le monde dit les Oilers d'Edmonton, c'est qui? C'est Connor McDavid. Mais pour moi, les Oilers d'Edmonton, c'est pas Connor McDavid. Là. Les Oilers d'Edmonton, c'est une entité à part entière, c'est une équipe. Mais là, c'est plate parce que là, moi, je suis un adulte, je raisonne comme ça, mais mon petit garçon qui a 2 ans et demi, c'est sûr et certain que si jamais il écoute le hockey puis tout, pour lui, ça va être Connor McDavid. C'est correct, je peux pas y enlever ça, mais c'est juste la direction. Je trouve que ça s'en va. C'est rendu axé sur l'individualisme puis c'est rendu axé sur l'individu beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'on enlève justement le facteur tough? Est-ce qu'on enlève le facteur difficile de la game qui fait en sorte que tu n'as pas le choix d'avoir un pack pour passer au travers? Ça, c'est sûr que il y a place à argument là, pour ça. Là, c'est sûr. On n'est pas tous... on pense pas tous de la même façon, c'est correct, mais c'est un petit peu ça, je trouve. Ouais.
Je pense qu'il y a peut-être un aspect marketing aussi de faire passer la vedette avant l'équipe. Là. Je pense que c'est sûr. Pas faire un méga parenthèse, mais dans les autres sports, justement, là, tu dis les Oilers Edmonton pour les jeunes, c'est Connor McDavid, mais tu regardes les autres sports, que ce soit la NFL ou la NBA, comme les Chiefs, c'est Pat Mahomes, puis les Bills, c'est Josh Allen, puis dans la NBA, c'est le club, c'est LeBron James et Steph Curry. En tout cas, peut-être que le hockey s'en va vers ça aussi, mais... Peut-être nouveau plus de la LNH, là, parce que c'est vrai que parlait des ribs au restaurant. J'imagine que tu serrais une coupe de main, tu prenais des photos avec les partisans aussi, puis que tu sais, il y a ce facteur-là aussi un peu qu'on peut retrouver avec le Cool FM. Je pense que c'est une des belles choses dans la Ligue, c'est que les joueurs sont accessibles, les partisans peuvent prendre des photos, tout ça. Il y a quand même ce côté-là. Là. Ben oui, ça fait une grosse différence. Puis tu sais, c'est plaisant autant pour un enfant que même pour nous. Tu sais, c'est le fun quand tu as des jeunes qui peuvent venir te voir puis que tu peux leur donner du temps. Tu sais, nous, ça nous coûte rien, ça, là, de donner du temps puis donner une petite conversation à un garçon, une petite fille qui aime le hockey puis qui tripe sur l'équipe. Tu sais, ça, c'est génial. Puis je trouve ça bien que la Ligue le permette, tu sais, puis que la Ligue le fasse. De cette façon-là. Tu sais, c'est sûr que quand on parle des calibres, nous, ici au Québec, qui sont plus élevés, c'est pas accessible. Tu sais, c'est difficile d'accès. Je me rappelle, quand je jouais à Rapid City, c'était comme ça. Nous autres, il fallait qu'on aille dans la communauté. On allait dans les écoles, tu sais, c'était important. Il fallait qu'on aille rencontrer les partisans parce qu'au bout de la ligne, c'est eux qui payent ton salaire aussi. Tu sais, c'est important à comprendre. Puis, quand je suis arrivé ici à Trois-Rivières, ça a été quelque chose qui était très difficile parce que nous autres, les joueurs, ça faisait longtemps qu'on était dans la Ligue. Tu sais, on avait des vétérans que ça faisait plusieurs années. Mathieu Gagnon qui était à Rivière-du-Loup, Mathieu Brodeur qui était à Sorel. Tu sais, c'est des gars qui avaient joué longtemps dans la Ligue américaine, dans l'East Coast. Puis la proximité avec les fans est là. Tu as besoin de le faire. Puis quand on est arrivé avec Trois-Rivières, on n'allait pas dans les écoles. Tu sais, les fans, c'était comme coupé. Tu sais, on était comme le monde ne nous connaissait pas en dehors de la glace. Puis on se disait comment. C'est comme pas la vraie East Coast. C'est poche un peu. Nous autres, on est habitués d'avoir du fun. Puis, mettons, ça arrive dans le hockey professionnel que tu vas aller au bar après une game parce qu'il faut que tu parles avec le monde, parce que l'équipe te le demande. Puis c'est correct. C'est pas tabou, mais on dirait que c'était tabou ici. Mais là, je vous garantis, avec les nouveaux propriétaires qui sont rentrés là-bas, là, sont dans les écoles, sont partout. C'est des propriétaires américains. Fait que c'est complètement différent. Mais oui, il y a eu un gros clash. Puis je pense que la Ligue nord-américaine, il faut qu'elle continue à mettre l'emphase là-dessus. C'est important qu'il y ait une proximité entre les joueurs et les fans. C'est très important. Avant qu'on parle peut-être des Lions, là, on a commencé un peu à aborder le sujet. Jean-Michel Poulain qui avait une question pour toi, voulait savoir. Question en deux temps peut-être. Est-ce que ta femme t'avait suivi en Europe, East Coast? Comment vous viviez ça, les déménagements, la vie de joueur de hockey finalement? Oui, moi ça fait 6 ans que je suis avec ma blonde. Dans le fond, on s'est rencontrés mon année que je suis parti à Rapid City. Fait qu'elle n'est pas venue en Europe. Okay. À Rapid City, la première année, elle est venue avec moi. La deuxième année, ça a été le COVID. Et là, on dirait que je suis comme mêlé dans mes dates, mais il me semble que ça a été le COVID la deuxième année. La deuxième année, le COVID a frappé. Fait qu'elle n'a pas pu rester. Puis la troisième année, ça a été, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, comme une mini-saison. Là, partout, là, on jouait comme dans une bulle. Puis on jouait... Cette année-là, on n'a pas joué beaucoup de matchs. Là. On a joué moins de games. Fait que elle a comme été là 1 an et demi sur 3, on va dire, là, à cause des circonstances. Puis après ça, à Trois-Rivières, ben, on avait notre maison à Trois-Rivières. Fait qu'elle était avec moi tout le temps. Là. OK. Puis, dans le fond, on va aller avec justement, rentrer dans le sujet des Lions. Tu as quand même été le capitaine inaugural, capitaine 3 ans là-bas. C'est quand même une grosse partie. Là, justement, tu parlais de Mathieu Gagnon puis Mathieu Brodeur, tes 2 assistants avec les Lions. Comment ironiquement, les 3 sur la photo sont maintenant dans la ligne d'Américaine. Oui, ils sont dans la ligne d'Américaine. Mais
Au niveau des Lions de Trois-Rivières, comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'on t'avait ciblé spécifiquement quand le club avait commencé, puis on avait essayé d'aller te chercher à Rapid City? Comment est-ce que ça s'est fait, justement, là, ton arrivée à Trois-Rivières quand on a annoncé le nouveau club? Ben, moi, ça s'est fait. Ça, c'était toute qu'une affaire. Moi, dans le fond, mon coach à Rapid City, il s'appelait Daniel Tétrault. C'était un gars qui avait été repêché pour le Canadien de Montréal dans les années, je pense, 90. C'était un tough, mais c'était un franco-manitobain. Fait que je m'entendais super bien avec. Il parlait super bien français. Puis, c'est ma première année à Rapid City, vers la fin de l'année. Il m'a dit, mon mine, il faut que je te dise, je te donne un scoop, on vient d'avoir un meeting de la Ligue. Il y a une expansion qui a été approuvée à Trois-Rivières. Et il dit, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'en venir, mais il dit, il va y avoir un club au Québec. Fait qu'il m'avait dit ça, moi, 2 ans avant que ça arrive. Okay. Parce que je pense que la transaction, il fallait qu'elle soit approuvée par les gouverneurs avant même qu'ils commencent. Il y avait un aréna à bâtir et tout pareil, là, ici. Fait que moi, j'ai dit, moi, aussitôt qu'il y a une équipe à Trois-Rivières, je veux une transaction là-bas. J'ai dit, je suis en bon lien avec les directeurs généraux, les propriétaires de l'équipe à Rapid City, qui sont maintenant les propriétaires à Trois-Rivières. J'étais super proche d'eux autres. Puis, tu sais, je leur ai dit, moi, j'adore la ville, j'adore l'équipe. C'est rien contre vous autres, mais je veux aller jouer chez nous. Puis, on dit, inquiète-toi pas, t'as notre parole. Aussitôt qu'il y a une équipe, on va tout faire pour t'échanger là. Fait que, ils ont tenu parole jusqu'à la fin. Okay. Fait que t'as dit que les propriétaires maintenant à Trois-Rivières, c'était ceux de Rapid City dans le temps? Ouais, moi j'ai une bonne anecdote par rapport à ça, là, quand l'équipe s'est vendue à Trois-Rivières. Nous autres, il y a une journée que, dans le fond, il y avait un meeting des directeurs. On a pratiqué le matin, mais on ne savait même pas si on avait encore une équipe de hockey. Là. Ouais, ça devait être weird. Ouais, fait qu'on ne savait pas si notre saison continuait, on ne savait pas si on continuait pas, puis on était direct d'une place en série. On jouait, je pense, le lendemain. Là, je sais pas trop. C'était quelque chose d'un peu fou. Fait que là, on était supposé savoir notre sort cette journée-là. C'est pas arrivé. Fait qu'on avait tous été mangés ensemble pour attendre de voir si on avait une saison. Finalement, les gars, bien déçus, on ne sait pas, on s'en va chez nous. Puis là, j'ai un appel des États-Unis sur mon téléphone. Fait que je fais rien, on sait quoi. Je réponds au téléphone. Puis c'était le propriétaire de l'équipe qui m'appelait. Il m'a dit, Ced, il dit, on n'a pas le droit d'en parler, mais il dit, je veux juste que tu rassures les gars. C'est nous autres qui avons acheté le club. Puis il dit, c'est nous autres qui va vous prendre. On a décidé de ne pas acheter Newfoundland, mais c'est nous autres qui va de l'avant avec la vente. Puis il dit, votre saison, vous allez la finir, puis on va carryer les dettes pour que vous puissiez jouer en playoff. Puis tout. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Là. Ça a l'air que ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Là. OK. Wow, quand même, c'est cool. C'est cool justement que tu aies une plug aussi avec eux. Ouais. Ben, c'est le fun. J'étais très proche d'eux autres. C'est un gars qui est très... Jeff Dickerson, là, c'est un gars qui est très, très, très humain. Il descendait dans la chambre après les games à Rapid City, venait parler aux gars. Puis, tu sais, c'est un gars qui... faudrait regarder sur Internet, mais il vaut, je sais pas combien de millions, là, plusieurs dizaines de millions. Puis, il venait dans la chambre avec nous autres après les games. Puis, tu sais, il nous parlait comme s'il était comme nous autres. Puis, tu sais, il nous demandait, êtes-vous correct? Avez-vous besoin de quelque chose? Y a-t-il quelque chose qu'on devrait changer? Puis ça, c'est à toutes les fois qu'il venait. Fait que c'est un gars qui a le cœur à la bonne place puis qui écoute le monde là, autour de lui. Fait que on s'était bien entendu. Puis non, pour vrai, c'est un gars que je garde dans mon téléphone, c'est sûr et certain. C'est sûr, j'aimerais ça les revoir, mais je les ai croisés une fois là, au Colisée Vidéotron. Je suis retourné voir la game d'ouverture à Trois-Rivières. Là. Puis il était là, fait que j'étais bien content de les voir. Super. Parlant de ta carrière à Trois-Rivières, quand même bien rempli, là, 3 ans comme capitaine. Je voulais te poser comme question, de tout ce que tu as vécu niveau hockey à Trois-Rivières, c'est quoi ton plus beau souvenir avec les Lions? Mon plus beau souvenir... Il y en a autant que tu ne dises pas quand je suis parti. Non. Non, ça, cette conférence de presse-là, j'étais pas super enjoué. Là. C'est sûr que c'est plein d'émotions, mais mon plus beau souvenir, il y en a plusieurs. Le premier match de l'histoire, c'était fou. Mais
Mais sinon, le fait de pouvoir avoir mon petit gars, mettons, dans les estrades tout le temps, Stéphane Bailey qui ben dit ouais, You les All. New ouais, ça c'était. Mais ça, c'était ouais. On était à Adirondack, ça, c'était quelque chose. Mais ça, c'était la COVID, c'était comme ça. Ouais, c'est ça. Si on n'avait pas été au Québec avec toutes les restrictions qu'on avait, c'était différent. Mais non, d'avoir mon petit gars qui regardait mes games avec moi, puis que, tu sais, c'était rendu quasiment la mascotte, il avait son chandail des Lions, puis tout le monde savait que c'était le petit gars du capitaine, puis il faisait ce qu'il voulait dans l'aréna. Ma blonde, le monde de la sécurité, il m'a envoyé à la main, puis les gars de la Zamboni, puis tout, fait que c'était rendu comme... Il était à la maison, lui, là. Ouais, il était chez eux, lui, là puis fait que, ça me donnait le sourire, là, j'aimais ça voir ça. C'est bon. Il y avait une question un petit peu plus haut de Jean-Michel, quand on parlait un peu de la culture, de la communauté, tout ça, puis tu disais qu'il y en avait moins chez les Lions, mais j'imagine que c'était peut-être un peu le fait qu'on bâtissait, c'est une équipe, une nouvelle équipe d'expansion, dans le fond, puis tout était à bâtir, mais Jean-Michel demande si ça venait de la direction du CH qui était peut-être plus conservateur, ou bien c'était vraiment les Lions, ou d'après toi, Tu sais quoi? Ça lève un bon point. C'est quelque chose que je me suis jamais posé comme question de où ça venait exactement. Nous autres, dans le fond, on écoute puis on fait ce qu'on a à faire. Dans le fond, on se pose pas trop de questions. Ça venait-tu du Canadien, peut-être être plus, une image plus rigide, mettons, plus encadrée, on va dire, peut-être. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Faudrait la poser au monde là-bas, mais est-ce que ça venait directement du staff? Je pense pas. Le staff, en même temps, il n'y a pas rien à gagner à comme cacher ses joueurs. On n'est pas le Canadien de Montréal où est-ce qu'on est du monde intouchable. Là. Fait que peut-être que ça venait de l'image, on va dire, du Canadien de Montréal, qui était comme un peu plus intouchable, on va dire. Là. Ouais. Ben, c'est sûr que je pense, personnellement, pour travailler avec des équipes, quand tu commences à bâtir quelque chose aussi, peut-être pour répondre en même temps à Jean-Michel, quand tu pars de zéro, il faut que tu appelles dans toutes les écoles, justement, que tu appelles, tu bâtis aussi avec tes commanditaires quelque chose, puis c'est quelque chose que tu fais à chaque année, puis à un moment donné, ça devient un peu une routine que tu embarques. Là. Puis, au début, quand tu commences, c'est gros, mais au fil des ans, je pense que c'est plus facile. C'est sûr. De ce côté-là. Il y a Philippe Desrosiers qui écrit « Le Big Dog qui arrive en retard dans le boss ». Est-ce que c'est un insight, ça? Ça, c'est un moment. D'après moi, si tu demandes à Desrosiers c'est quoi son highlight, là, ça va être proche de son highlight, ça. Non, ça, c'était toute qu'une anecdote. Ça. C'était le Big Dog, c'est Sean Saint-Amand qui était avec nous autres à Trois-Rivières, puis il était arrivé en retard dans l'autobus, puis tabarouette. Mais tu sais, c'était un gars qui était un peu pince sans rire, Sean, puis tout. Fait que tu sais, il était... je te dis, comment le décrire? Tu sais, c'est des choses qui sont dures à décrire parce que c'est juste comme un mélange d'émotions. Tu sais, tout le monde est assis dans l'autobus, puis là, t'as le directeur général qui est assis en avant avec le staff, puis Sean n'est pas là, puis l'autobus décide de partir pareil. Sean Saint-Amand qui part comme, je sais pas combien de temps qu'il est parti d'après nous autres. On part de Trois-Rivières, puis il fallait qu'on aille faire un arrêt à Montréal pour le ramasser, mais lui, il était à Trois-Rivières encore. Là. Il est parti en pick-up, on est non joints à Montréal, mais il doit être parti 20 minutes après nous autres, puis il est arrivé quasiment en même temps que nous autres au stop, puisqu'on le ramassait. Là. Fait que c'est assez incroyable, ça, comme anecdote, ouais. Bon, ça. Sinon, parlant là, de... je vais faire un petit lien avec la Ligue nord-américaine. Tout d'abord, je voulais savoir, tu es un gars de Sherbrooke. Quand tu étais jeune, est-ce que tu as un souvenir du Saint-François de Sherbrooke? Oui. Quelconque, oui. Donc, c'est une ligue que tu connaissais, là, la Ligue nord-américaine. Oui. Puis là, je sais pas, là, vous autres, vous connaissez les gars de la Ligue. Là, on peut-tu les ramener, le Saint-François, dans la Ligue? C'est une belle équipe, ça. Ah non, moi, je les ai connus ces années-là avec, tu sais, moi, je suis en 1995, moi, fait que j'ai la même âge. Tu sais, j'ai joué au hockey avec Jérémy Grégoire toute ma jeunesse, puis je me rappelle, JF, son père, il jouait là.
avec les Ticu Tremblay, puis Periconé, avec toutes les toughs qu'il y avait aussi là, dans ces années-là. C'est sûr que là, la Ligue est plus comme ça. Là, ça se compare plus, mais non, moi, je me vois un peu dans l'image des petits gars qu'on peut voir, nous autres, à Saint-Georges. Il y a tout le temps des petits joueurs de hockey qui viennent checker ça. Ben ça, c'était moi, là, je checkais ça. J'étais comme, tabarouette, ils sont non mais gros, ces gars-là, puis ça donne ben pas de bon sens, ils sont fous raides, tu sais. Mais il était quand même fou pour vrai dans ces années-là, là. Mais tu sais, c'était... Non, je me rappelle du Saint-François en tabarouette, ouais. Ouais, t'as-tu un souvenir en particulier de... Ben, c'est quand même flou, tu sais, je devais avoir... 10 ans, peut-être, en 2005, on va dire. Là, tu sais, que tu as quand même gagné la Coupe, justement, quand tu avais... Oui, dans ces années-là, il n'y en a pas collé 2 en 3 ans ou... ils ont gagné 2 en 4-5 ans, je pense. Oui, 2 en 4 ans. 2010, 2010 ou 2011, je pense. Fait que, tu sais, ça, c'est des années là, que, mettons, moi, je voyais game. Puis quand que j'étais petit, moi, dans le fond, le mercredi, j'étais quoi? Je devais être à tombe 2B, quelque chose du genre. On pratiquait le mercredi. Au Palais des Sports où le Saint-François jouait. Et le Saint-François pratiquait après nous autres. Fait que, tu sais, je voyais tout le temps un gars embarquer sur la glace puis tout. Fait que, non, c'est des souvenirs que j'ai quand même. Oui, je m'en rappelle bien du Saint-François. On va dire ça là, à la Ligue, là. Saint-François. Le problème, c'est que maintenant au Palais, c'est le Phoenix qui joue. Mais mais je pense peut-être quand même que le Phoenix, sur le territoire, ils ont peut-être un droit de veto, je sais pas trop comment ils appellent ça, là, mais non, je me rappelle de ces années-là, c'était des belles années en tabarouette. Ouais. Peut-être eu les Faucons qui étaient là à un moment donné en même temps que le Saint-François dans le temps. Là. Ah, il aurait-tu joué en même temps, les Faucons? Peut-être. Ou sinon, dans juste ces années-là, juste avant. Les Castors. Ouais, c'est les Castors. Les Castors dans ces années-là, je pense. Ouais. Mais même les Castors, ils ont déménagé à Lewiston. Parce que si tu dis le Saint-François 2010, mettons, ou 2008, leur dernière conquête, là, les Castors n'étaient plus là. Les Castors, ça a dû finir en 2005, ça, peut-être? Ouais. Dave est en train de faire des recherches. Ouais. Ça a fini en 2003. En 2003, les Castors? Ouais. 2003, Castors. Fait que ça veut dire que le Saint-François a embarqué tout de suite après, eux autres. Saint-François a embarqué en 2003. Fait que ça se sont chevauchés. 1 an. Ouais. Mais sinon, ce que je voulais en venir aussi, fait que tout était déjà... tu connaissais la Ligue américaine. La saison avec les Lions, que justement, il y a eu beaucoup de joueurs de la Ligue américaine qui sont venus remplacer. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui est venu, puis que quand il est venu, tu t'es dit comme ça serait le fun qu'il reste avec nous autres, il nous aiderait pas mal? Ben, beaucoup pour vrai, parce que, tu sais, on en avait besoin là, dans ce temps-là, puis, tu sais, la East Coast, il faut comprendre, quand on est aux États-Unis, c'est facile, là. Tu sais, les équipes sont proches, puis, mettons, quand tu as besoin d'un gars, ben souvent, t'es béni des dieux, puis la Ligue américaine t'en envoie. Ou quand les équipes ils ont des bonnes affiliations, ils disent, bon, mais regarde, nous autres, on joue pas en fin de semaine, on va t'envoyer des gars, mais sinon, tu sais, ils pigent leurs gars dans des ligues ordinaires, là, la SPHL, puis, tu sais, c'est des ligues qui sont correctes, là, fait que, tu sais, c'est bien rare que les gars qui viennent sont très bons. Fait que nous autres, on était chanceux, là. Les gars qui venaient remplacer avec nous autres, là, c'était des gars qui, OK, là, ils étaient pas en forme parce qu'ils ont une vie, puis, tu sais, ils travaillent, puis tout, mais c'est des gars qui savent jouer au hockey pas mal plus que les gars qui jouent dans SPHL, là, tu sais. C'est des gars qui ont eu des carrières, puis qui ont joué dans des grosses ligues, fait que on avait besoin d'eux autres, là, puis on était chanceux, nous autres, de les avoir avec nous autres. Mais un gars qui... Ben, tu sais, un gars comme Dylan Labbé, il avait fait une différence avec nous autres, là, à Trois-Rivières, puis, tu sais, moi, je me suis super bien entendu avec, fait que ce gars-là, c'est sûr qu'on l'a regardé à l'année longue, là. Puis, tu sais, sinon, on a tellement eu, tu sais, moi, le coup de cœur que j'ai eu, là, c'est Pierre-Luc Letourneau-Leblond. Il est venu jouer avec nous autres. Je sais qu'il a joué à Laval, lui. Ouais. C'est quand même une belle histoire, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué aussi. Ouais, ça faisait longtemps. Puis lui, ben, justement, Pascal Réaume, qui était notre coach, là, je pense qu'ils ont joué ensemble dans la Ligue américaine, eux autres, là, à Albany. Puis Pierre-Luc, lui, habite présentement à Albany, qui est à côté d'Adirondack. Fait que quand on avait besoin d'un gars à Adirondack, il est venu jouer avec nous autres. Puis tu sais, c'est un vétéran
quand il est assis dans la chambre, juste à l'écouter parler, puis tout, c'est le fun. C'est une présence qui est plaisante. Fait que, ça, c'est le type de présence que j'aurais pris à l'année, là, mettons. Là. C'est un gars que j'y ai demandé après une pratique de rester avec moi sur la glace pour me donner des trucs dans des combats, puis ci, puis ça. Puis tu sais, c'est sans hésitation, puis tu le vois dans ses yeux, il aime ça, puis tu sais, il a du plaisir. Puis, fait que ça, c'est le genre de joueur qui est le fun à garder dans une équipe. Tu as parlé de Pascal Réaume que tu as retrouvé avec les Lions. Est-ce que vous êtes encore proches? Ben Pascal, je veux dire, moi, ça a été mon mentor toute ma carrière, tu sais, du junior 3 jusqu'au Lion de Trois-Rivières. Puis à ma conférence de presse pour ma retraite, là, avec les Lions, il était là, il est venu aussi, il a pris le temps de venir. C'est un gars qui est. Moi, il m'a donné beaucoup, puis c'est un gars que je respecte énormément. Puis, tu sais, je vais y être reconnaissant toute ma vie. Fait que on reste, on va prendre de nos nouvelles, tu sais. Peut-être une fois ou 6 mois, mais tu sais, c'est un gars que c'est sûr et certain que s'il y avait besoin de quelque chose avec le hockey ou quoi que ce soit, que je pourrais l'aider et rendre l'appareil, là, je le ferais sans hésitation. Puis la question était venue dans le chat là, de William Poulin un petit peu plus tôt, mais qu'est-ce qui t'a poussé là, à prendre ta retraite des Lions de Trois-Rivières? Qu'est-ce qui m'a poussé? Peut-être un petit peu la conciliation famille-travail. J'avais un beau setup à Trois-Rivières. Tout était seté. Ma conjointe avait sa job là-bas. Mon petit gars avait sa garderie. Tout allait bien. Mais c'est sûr qu'on se cache pas. 72 games, je suis parti sur la route des fois 2 semaines de temps. C'était plus les voyages sur la route que, mettons, se pratiquer à chaque jour. Là. Ah oui, 100%. Je m'ennuie de pratiquer à chaque jour. Je m'ennuie en tabarouette parce que je trouve que ma game a ralenti sur un moyen temps. C'est difficile. Puis ça, j'en parle souvent avec les gars. Je fais une parenthèse, mais j'en parle souvent avec les gars dans la chambre. Mais je lève mon chapeau aux gars qui jouent dans la Ligue nord-américaine depuis des années puis qui sont capables de garder un pace année après année, mettons. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Je trouve ça vraiment impressionnant parce que moi, je suis pas un gars naturel. Moi, je suis un gars que faut que je travaille, puis il faut que je me pousse dans le tapis, puis j'ai besoin de mes pratiques, puis j'ai besoin de mon gym, puis tu sais, ben là, je l'ai plus, tout ça, là. Fait que, tu sais, je me rends compte que tabarouette, il y a des gars qui se fait 5, 6, 7, 8 ans qui jouent dans la ligue, puis à toutes les années, ils sont là, puis ils ont des bonnes saisons. Je leur lève mon chapeau en tabarouette parce que c'est pas évident. Fait que, tu sais, oui, c'était pas pour les pratiques, là. Moi, je m'ennuie de pratiquer, je m'ennuie d'être dans la chambre avec les boys, je m'ennuie de passer du temps avec l'équipe. C'était plus, c'est ça, quand il faut que je parte du lundi jusqu'à l'autre mercredi. Ma blonde est toute seule avec le petit pendant 10 jours, puis je reviens à la maison, pas plus là, on a des meetings à l'aréna, puis ça. Fait que, oui, l'été, on est off, mais en même temps, on n'est pas payé l'été non plus. Fait que, faut que je travaille. Fait que, c'est un peu plus pour ça. Marc-André Lepage, l'animateur maison là, du Cool FM, demandait conciliation, travail-famille et le hockey de la LNAH la fin de semaine. De ce côté-là, peut-être la comparaison là, avec la East Coast. Ouais, ça m'a pris de court un peu. Je pensais pas me retrouver là-dedans, mais c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile. Mais je dois dire que tu travailles, toi, en même temps. Oui, je suis charpentier menuisier, moi. Fait que du lundi au vendredi à côté. Puis là, je suis chanceux, moi, le vendredi, je finis à midi. Fait que je peux partir sur la route. Mais tu sais, j'essaie d'amener ma blonde puis le petit le plus souvent possible à Saint-Georges. L'équipe m'accommode beaucoup. Là. Ils font une grosse différence. Là, ils me permettent de rester à l'hôtel quand que je peux emmener ma famille puis tout. Fait que j'essaie de les amener le plus souvent possible. Moi, je veux passer du temps avec eux autres. C'est ça qui est primordial pour moi. Fait que, c'est sûr, la semaine, je dors tout le temps ici. Je suis tout le temps chez nous. Fait que c'est correct. On se voit pas beaucoup, mais au moins, je dors à la maison. La fin de semaine, je suis pas là. Comme là, en fin de semaine, on joue à Saint-Georges puis on joue à Jonquière. Fait que je serai pas là. Après la game à Saint-Georges, vendredi, je vais dormir à Saint-Georges puis on va monter à Jonquière le lendemain. Fait que bon, c'est un petit sacrifice pour une fin de semaine, mais la fin de semaine... Trois-Rivières encore, c'est ça? Non, je suis à Sherbrooke, moi. À Sherbrooke. Je suis déménagé à Sherbrooke, ouais.
Okay. Que, Sherbrooke-Saint-Georges, c'est pas si pire. c'est un 2 heures et. Ah, quand même. 2 heures et quart, 2 heures et 20. OK. Ouais, fait que. Mais non, c'est au Georgeville la fin de semaine. Exactement. Très bel hôtel en passant. Très, très bel hôtel. On est très bien reçus. Ouais. Et tantôt, tu parlais de nombre d'années dans la Ligue. Jean-Michel, il a écrit... Kevin Karen a écrit Kevin Cloutier, 18 ans. Ouais, ça, c'est incroyable. Je me rappelle avec ton coach. Quand on est allé, c'était pendant le camp d'entraînement. Ils nous ont amenés à Cage au Sport, puis ils ont payé la bouffe pour tout le monde, puis tout. Fait que j'étais assis là, puis je me rappelle, j'ai vu son hockey, c'est de son 1000e point. J'étais comme 1000 points. Je suis comme, voyons donc, on joue comme 34 games par année. Ce gars-là a joué 40 ans dans la ligue, là, ça n'a pas de bon sens. À sa défense, il a quand même joué à peu près une dizaine de saisons qu'il avait 50 games par saison. Mais là, c'est ça qu'on m'a expliqué par après. Là. Il y a eu des saisons où il y avait plus de matchs puis tout, mais tu sais, j'étais comme sacrifice, man. 1000 points. Il y a des gars dans la Ligue nationale qui en jouent 82 par année, puis ça leur prend ça, là, 18 saisons, là, faire 1000 points. Fait que non, c'était impressionnant encore là. Oui, c'est clair. Sinon, pour finir là, avec les liens avec la East Coast, un de tes meilleurs amis, puisqu'on l'a reçu plus tôt dans cette saison, là, qui était un joueur qui a joué avec les Lions, Nicolas Larivière, que je pense que vous êtes amis là, dans la vie de tous les jours également. Ça fait quoi de le voir s'aligner avec l'assurantiel Thetford Mines quand maintenant tu fais partie du Cool FM puis que tu sais c'est quoi l'histoire entre ces deux équipes-là? Ouais, c'est plate un peu. Moi, je la connaissais pas, l'histoire. Lui, il la connaissait un peu plus parce que, tu sais, il avait joué à Thetford avant. Fait que moi, je la connaissais pas, la rivalité, tu sais. Puis tout, là, à cette heure, là, je la connais, là. Je suis au courant. Mais non, c'est sûr que dans un monde idéal, c'est sûr que j'aimerais ça jouer avec Larry. C'est un gars qui, à Trois-Rivières, les 3 années qu'on a eues ensemble, c'était exceptionnel. On était co-chambreurs sur la route, tu sais. On mangeait tout le temps au restaurant ensemble, tu sais. Nos blondes sont amis. C'est un gars que je suis proche de lui, puis nos années à Trois-Rivières ne s'effaceront pas, fait qu'on a bien du fun ensemble, puis tout. Fait que c'est sûr que si tu me parles d'un monde idéal, ce serait qu'on joue ensemble, mais tu sais, regarde, pour l'instant, c'est pas possible. Est-ce que ça va arriver dans le futur? Je peux pas le prédire non plus. Je suis pas directeur général, puis je sais pas non plus à quel point il y a des échanges. Tu sais, c'est un gars quand même important pour Thetford aussi. Tu sais, moi, je suis un gars qui est important pour Saint-Georges. Fait que, à quel point ça peut se concrétiser, je sais pas. Mais c'est sûr, si tu me parles d'un monde idéal, c'est sûr et certain. En plus, il habite pas trop loin de chez nous. Il habite à Victo, Larry. Fait que on est comme à 35 minutes de route, là. Fait que, ouais, c'est sûr que ce serait plaisant de pouvoir continuer à être co-chambreur au Georgeville. C'est ça. Bon, il y a la question dans le chat là, sur ton arrivée avec le Cool FM. Là, il y a en fond Jean-Michel Alberté qui demande est-ce que le fait que tu jouais avec William Leblanc avec les Lions, tu nous as dit que tu connaissais Gabriel Chabot aussi. Je pense que tu avais des. Jouer avec Rapid City. Ouais, ça, dans ta carrière. Il y en a aussi que tu as côtoyé de la Ligue nord-américaine, là, mais est-ce que ça l'a aidé là, que Chabot, William Leblanc s'amène à Saint-Georges dans ton choix? Comment que ça s'est passé un peu, là, la transition vers la Ligue nord-américaine? Ben, dans mon choix, je dirais pas. Tu sais, mon choix il a vraiment été basé sur au niveau personnel, familial, on va dire. Là. Mon choix de m'en aller vers la Ligue nord-américaine. Mais après ça, au niveau de faciliter la transition, oui, ça l'a facilité. Comme on s'est dit en début d'entrevue, on est 3 recrues. Fait que c'est quand même le fun. C'est nouveau pour les 3. Will Leblanc, j'ai joué avec à Trois-Rivières, sauf qu'on n'a jamais joué sur le même trio à Trois-Rivières. Puis, par exemple, pour Gab Chabot, on a joué ensemble à Rapid City, puis on était sur le même trio quasiment toute l'année à Rapid City. Fait que, on avait déjà... Gab, je m'entends bien avec, puis tu sais, je sais comment il joue. Là. J'ai pas trop. C'est pas nouveau pour moi là, de jouer avec lui. Fait que ça a vraiment facilité l'adaptation. Puis en même temps, tu sais, c'est sûr, tu arrives dans une nouvelle ligue, des fois, tu as comme des questions, puis tu fais comment aïe. Fait que tu sais,
souvent, quand mettons, on pouvait revenir dans la chambre, des fois, je me disais, là, c'est-tu moi ou bien, tu sais, cette situation-là, c'est bizarre, ou bien, fait que là, tu sais, les trois, on pouvait comme ça dire, ouais, non, moi aussi, je trouve ça un peu bizarre, ou non, non, c'est normal, puis tout va bien, tu sais, fait que, tu sais, des fois, juste de pas pratiquer, tu sais, puis d'arriver à l'aréna, puis là, ben, il faut que tu rentres dans un système de jeu, il faut que tu rentres dans des affaires. Des fois, je suis comme crime, les gars, comment qu'on fait ça, tu sais? Moi, dans ma tête, ça marche pas, là. Je suis comme si bon, je l'ai pas pratiqué, je l'ai pas fait. Oui, OK, là, il est clair dans ma tête, le système de jeu, c'est correct, mais en tant qu'unité de 5, on l'a pas fait, tu sais. Fait que là, on est comme 3 recrues qu'on peut se dire, ah, ben, ça va être correct, on va faire ça de même, puis d'après moi, ça va être pas pire, tu sais. Fait que, au moins, ça facilite le fait, tu sais, je suis pas tout seul sur ma ligne. Oh. Ouais. Ah, ça est revenu. Ouais, ça a gelé un peu. Ouais. Je pense que t'es revenu, là. OK. Non, mais c'est ça, c'est juste le fait de... Je suis pas tout seul sur ma ligne qui est comme nouveau là-dedans, là. Fait que ça facilite la transition. Sinon, on a parlé de ton arrivée dans la Ligue américaine. Il faut dire que tu as quand même été repêché en 2017 par le Cool FM. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit un petit peu comme dans les autres équipes? L'organisation du Cool, à chaque été, là, tu recevais un petit messenger. Un appel de courtoisie. Ouais, ben, oui, ouais, je le recevais. Pas à chaque été. Pas à chaque été, parce que j'avais été quand même clair. Moi, dans la vie, je suis un gars qui est très honnête, transparent. Je leur avais dit, soyez patient, je vais jouer dans la Ligue nord-américaine un jour, mais comme pas là. Je suis pas rendu là. Puis j'ai dit, je vais vous appeler, mais que je sois rendu là. Fait que, puis ils ont été très respectueux à toutes les années. Ils faisaient juste me dire comme, OK, t'es-tu encore en même place? Oui, OK, c'est beau. On attend, mec, que tu sois prêt. Puis quand il y a eu le temps, ben, j'ai écrit à Ray, je pense, pour lui dire bon, mais garde Ray, j'aimerais ça te rencontrer. Je pense que le temps est venu, puis ça a déboulé comme ça, mais c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont gardé aussi longtemps. Les gars me croyaient pas quand je leur dis ça, mais là, c'est bon, vous avez l'année, là, 2017. Ouais. Les gars me croyaient pas parce que, tu sais, tout le monde dans l'équipe sont comme, ils ont été repêchés, là, ils sont tombés, mettons, ils sont tombés libres, ils se sont fait reprendre. Fait que là, moi, je dis non, j'ai été repêché, ça fait longtemps, tabarouette, là. T'es gardé sur la liste aussi, c'est ça qu'on peut dire. Ouais, ça, c'est pas juste repêché, c'est qu'ils t'ont protégé à chaque année. Là. Ouais, fait que 2017, quand même, hein? Quelque chose. C'est bon. Sinon, juste je vais parler un petit peu de rivalité. Là. Il y a quand même beaucoup de rivalité dans la Ligue. Toi, cette année, on dirait qu'en termes de joueurs, ta rivalité, c'est avec Jérémy Malouin. C'est passé quelques petits accrochages. Mais pour aller faire un parallèle avec ça, je voulais savoir dans ta carrière, est-ce qu'il y a des joueurs un peu comme, disons, Jérémy Malouin, que ce soit dans le junior ou dans la Ligue de la Côte-Est, qu'on dirait qu'à chaque fois que tu joues contre, on dirait tout le temps quelque chose qui se passe, que tu dis, Colin, je joue contre eux autres, c'est sûr qu'il va se passer de quoi avec ce gars-là. Y a-tu d'autres joueurs comme ça dans ta carrière que vous finissez toujours par vous trouver? Ouais, il y en a eu pas mal. Ouais, il y en a eu plus. Mitch Moroz qui jouait à Wichita, lui, c'était un choix de deuxième ronde à Edmonton. Puis, je sais pas pourquoi, tu sais, il courait un peu après tout le monde, ça a de l'as, puis tout, mais on finissait toujours par se battre, puis tu sais, c'était correct. Je veux dire, c'était un gars qui jouait une game tough, puis il se battait, fait que ça finissait toujours comme ça. Sinon, quand j'étais avec les Lions, il y avait le capitaine de Maine, là, Connor Doherty, lui, son nom. Lui, il voulait pas se battre, par exemple. C'était ça la différence. C'était un gars qui jouait une game cheap, mais qui répondait pas de ses actes. Fait que quand tu réponds pas de tes actes, moi, ça me dérange pas vraiment. Là. Je vais t'obliger à répondre de tes actes. Là. Fait que, salut Connor Doherty, c'est ouais. Ben, tu vois, lui, je pense que je sais pas si c'est arrivé, mais j'ai peut-être eu le meilleur sur lui parce que moi, j'ai signé à Trois-Rivières. Lui, il a signé à Maine. Fait qu'il a été capitaine au Maine pendant 3 ans. Puis pendant 3 ans, moi, j'ai couru après, là, à côté. Puis, tu vois, là, cette année, il n'a pas signé avec Maine. Il a décidé de s'en aller jouer en Floride.
Fait que, il a comme parti de la division, puis là, moi aussi, je suis parti. Fait que j'aurais eu la paix cette année, mais je suis pas retourné jouer à Trois-Rivières. Fait que, mais c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Moi, j'ai un caractère un peu de même. Tu sais, je vais respecter, mettons, un gars qui joue une game tough puis qui va se battre. Tu sais, c'est normal. Puis, comme ce gars-là qui était à main, il faisait, tu sais, tout le temps des cheap shots, tout le temps des coups salauds après le sifflet. Puis, fait que ça me faisait un peu sortir de moi, là. Fait que c'était pour ça que ça arrivait. Il a peut-être perdu sa motivation aussi, puis il est parti dans Ouais, il est parti jouer en Floride. Écoute, je le plains pas, là. C'est une belle place. Ouais, c'est ça. C'est une belle place. Ben, je pense qu'il y a quelques joueurs aussi sur le podcast qui nous ont dit que Orlando, c'est une belle place ouais. dans East Coast. Ouais, ben, tu sais, la East Coast, lui, ce gars-là, il est parti jouer à Fort Myers, là, dans le fond. Fait que ça, c'est les Everblades. Ça fait 3 ans qu'ils gagnent la Ligue, eux autres. Je pense qu'ils sont encore premiers. Puis sinon, oui, Orlando qui joue dans l'aréna du Magic, l'équipe de la NBA, qu'eux autres, le setup, c'est vraiment incroyable. C'est les mêmes propriétaires. Le propriétaire du Magic puis le propriétaire de l'équipe de la East Coast, c'est le même gars. Puis sinon, ben, t'as Jacksonville un peu plus au nord, là, qu'eux autres, c'est un peu plus rough, la ville, mais c'est une belle ville pareille. Là. Eux autres, ils pognent des grosses foules. Là. Il y a pas mal de monde en Floride. C'est une belle division à jouer. Ouais, c'est une méchante grosse ville, Jacksonville. Ouais, très grosse ville. Quand même une équipe de la NFL. Ouais. Dave, peut-être enclencher avec tes questions en rafale. Ouais. Donc, on va terminer ça avec des petites questions en rafale parce qu'on veut pas t'en donner trop longtemps. Donc, première chose qui te vient en tête, là, tu peux répondre. Je vais juste faire une parenthèse sur la première question. Parce que la première question, c'est ton premier souvenir de hockey. Donc, tu sais, première fois que tu as mis les patins ou que tu te rappellerais. Mais toi, dans ton cas, c'est un petit peu différent parce que ton père, on n'en a pas parlé. Mais André Godette, là, qui a joué pour les Nordiques dans le temps qu'il faisait partie de l'association mondiale, mais qui a quand même eu la chance de jouer là, avec les Nordiques de Québec, avec des gros noms, avec les Régents Hall, Marc Tardif. Fait que pour toi, cette question-là, je te poserais plus, c'est quoi tes meilleurs souvenirs des Nordiques de quand tu étais petit? Toutes, puis je les ai encore toutes. Tu sais, j'ai tout ça ici, puis chez mon père, mes meilleurs souvenirs, c'est tous ces albums photos. On a toutes les photos d'équipe, les photos des joueurs, des photos un peu inédites là, que mon père y a dans des parties d'équipe, des parties de gars. On a tous les souvenirs attachés aux Nordiques. Mon père a gagné le trophée du joueur le plus utile à son équipe à sa 2e année avec les Nordiques de Québec. On a le trophée chez lui avec sa photo qu'il leur reçoit. Fait que c'est toutes les choses liées. Mon père, s'il y a un collectionneur qui rentrerait chez mon père, il capoterait. Là. Il y a un bâton fait sur mesure par Sherwood avec une palette gigantesque signée par toute la première édition des Nordiques de Québec. Tous les gars ont signé dessus. Non, il y avait des affaires. Il y avait un bâton. Il y avait Bobby Hull qui jouait dans cette... ou Gordie Howe qui jouait dans la Ligue. Les deux. Il avait fait signer des bâtons aux gars. Puis tout. Mon père, il ramassait toutes sortes d'affaires que je sais comme tabarouette, ça n'a pas de bon sens. T'as tout ça chez vous, mais ça, pour moi, c'est ça. Là, je trippe sur ces années de hockey-là. Ces histoires qui me comptent avec Dave Schultz et ces affaires-là. C'est des histoires qui... Ça s'invente pas. Là. C'est du vrai de vrai hockey, là, rough. Là. Ouais, j'imagine. C'est hot, ça. Fait que c'est le fun comme souvenir. Sinon, tu as le numéro 20 avec Saint-Georges. Est-ce que c'est ton... je pense... Avec les Lions, c'était-tu 21? 21 que j'avais avec les Lions, ouais. Non, ben tu sais... raison pour les numéros? Non, le 21 n'était pas disponible, puis le 12 non plus. Fait que j'étais un peu comme, je m'en fous. Je vais prendre le 20. J'ai eu le 20, c'était Midget 3, je pense. J'ai eu le 20 un petit bout au début de l'année. Fait que c'est ça que j'ai pris, mais il n'y a pas de signification derrière là-dessus. On fait ensuite de ça ton idole au hockey? J'ai pas d'idole au hockey. Moi, mon idole dans la vie, c'est Georges Saint-Pierre. OK. Fait que j'ai pas d'idole au hockey. Là. Mon idole, moi,
Ben, peut-être au hockey, mais je ne l'ai jamais vu jouer. Mon père a 76 ouais. ans, fait que j'ai jamais vu jouer mon père. Non, mon idole dans la vie, moi, c'est Georges Saint-Pierre, de par tout ce qu'il a accompli. Puis, ouais, c'est Georges. OK. Bon, ben, ma prochaine question, c'était ton athlète préféré en dehors du hockey. Fait que je pense c'est Georges. Ma question. Georges Saint-Pierre. Ouais. Puis sinon, hockey, on peut dire que c'est Yannick Tremblay du temps du Saint-François. Oui, on peut dire ça. Ouais. Ensuite de ça, est-ce que tu as une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Non, aucune. Hey, les gars pourraient vous le dire, ça me surprend que ça n'ait pas sorti. Moi, avant la game, là, je suis assis puis je relaxe. À Trois-Rivières, là, avant les games, j'allais m'asseoir dans le lounge de l'équipe puis je regardais la télé. Jusqu'à temps que le warm-up arrive. Fait que moi, je relaxe. Avant les matchs, là, c'est comme mon temps pour être dans ma tête puis relaxer. C'est bien ça. Sinon, à Saint-Georges, ton coéquipier le plus drôle jusqu'à présent? Mon coéquipier le plus drôle, on a gros des bons gars dans l'équipe, puis pour vrai, moi je suis pas un gars qui parle beaucoup, puis écoutez, j'ai beaucoup de plaisir, mais Charles Tremblay, c'est un gars que tu peux pas passer à côté. C'est un gars qui, oui, il prend de la place, mais pas d'une mauvaise façon. Il y a des fois du monde qui prend de la place, puis c'est un petit peu, c'est trop, mais Charles, c'est un gars qui, tu peux pas passer à côté. Il était parti en voyage, je pense, il y a un mois, puis ça a fait un trou là, dans la chambre, des comme, voyons, il n'est pas là pour parler, tu sais, fait que non, c'est... Lui, tu peux pas passer à côté. Ça a eu un petit party de Noël pour souder les liens, là, chez Cool FM pendant les fêtes. Ouais. Ah ouais, Charles, il était... Ben lui, Chagnon, Shaggy, il était animateur de foule un peu plus pendant cette partie-là, mais Charlie était jamais trop loin, ouais. Si vous avez été, c'est quoi que vous avez fait de spécial? On est resté à l'Arena, dans le petit... il y a comme un petit bar en haut, là, qui est réservé aux fans d'habitude. Fait qu'après le match, tout le monde est monté en haut. Les conjointes, la famille, tout le monde. Fait que on est resté là toute la soirée, puis tout le monde est retourné se coucher au Georgeville après. Fait que on a pu marcher, là, puis... Non, c'était bien, c'était une belle soirée. Ouais. Le meilleur joueur avec qui tu as eu la chance de jouer au hockey, selon toi? Frédéric Gaudreau. De Freddy Hockey? Non, du Fred Gaudreau du Wild du Minnesota. OK, ouais. Dans le fond, celui qui avait eu la petite run avec Nashville. Ouais, c'est ça. Pittsburgh, ouais. Exactement, ouais. Donc, c'est bon. Ensuite de ça, une petite carrière jusqu'à présent, mais ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? Ben, le premier match à Saint-Georges, dans notre arena, pour vrai. C'était spécial. Donc, ensuite de ça, ton repas préféré? Steak frites. Steak frites. Film ou série télé préférée? Tout ce qui est les séries, ben, j'ai tout Sons of Anarchy, Mayans, toutes les séries, mettons, un peu sur le crime, ces affaires-là, les gangs. J'ai pas mal tout accroché sur tout ce type de séries-là, ouais. Tu vas écouter la nouvelle série mettant en vedette Danick Paquette. Ben oui, je vais l'écouter. C'est sûr, je vais l'écouter. Ça va me boucher. Ouais, c'est sûr, je vais l'écouter. Puis, si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Metallica. Metallica, as-tu déjà eu la chance de les voir? Ou, je les ai vus. Je les ai vus, mais ils n'étaient pas en show. Quand j'étais avec Rapid City, on jouait à Cincinnati. Puis on est venu pour rentrer dans l'aréna, puis l'aréna était barrée, on n'avait pas le droit de rentrer, puis c'était Metallica qui jouait. Fait que ils jouaient dans l'aréna où est-ce qu'on jouait, fait que il a fallu qu'on laisse tout dans l'autobus, puis qu'on aille se coucher à l'hôtel, puis que le lendemain, on puisse faire le morning skate pour pouvoir jouer. Fait que on les a vus, les tour bus étaient là, tout était là, mais je les ai pas vus en show. Fait que puis là, ben, je vais-tu les voir un jour? Je sais pas, là. Ils vieillissent un peu, fait que, mais oui, ça serait eux. Super. Et en fait, en terminant, je te dirais, est-ce que tu as un petit mot pour les fans de Saint-Georges? Tu en as parlé, là, vous avez une belle saison en ce moment, vous êtes premier au classement. Gros match vendredi contre Rivière-du-Loup, là, qui sont 3e, donc ça risque d'être un bon match. Tu as un mot pour les fans pour terminer? Ben, qui continuent leur support. Ils font une super job depuis le début de la saison. Fait que nous autres, notre job, c'est de gagner des matchs pour leur faire plaisir, puis faire en sorte que l'équipe ait du succès, mais ils font un super travail jusqu'à maintenant. Fait qu'ils continuent à venir en grand nombre au match. All right. C'est vrai que, mon Mini, merci pour ta présence sur le podcast.
on peut un peu plus te connaître. Et également, je pense, le personnel de l'équipe, parce qu'il y en a quelques-uns qui étaient là ce soir et qui ont posé des questions. Ben, Jean-Michel Poulain, qui est à votre descripteur, Marc-André Lepage également. Donc, pour les nommer. On les salue. En te souhaitant une bonne fin de saison avec le Cool FM, puis peut-être une bague, sait-on jamais. On va toucher du bois. Merci beaucoup, les gars. Yes, sir. Alors, merci à toi. Merci, Cédric. Bonne soirée. Merci. Yes. Donc, Cédric Montminy du Cool FM de Saint-Georges. Yes, on a eu des bons scoops. J'avais essayé de. En fait, j'avais écrit à Kevin Petit avant l'entrevue, puis il m'a dit que justement, Cédric, c'était un gars dans la chambre qui était plus low profile, mais je pense qu'on a quand même eu des bonnes histoires, des bonnes anecdotes, puis tout. Donc, non, c'était très plaisant. Yes. Donc. Si on parle peut-être des matchs là, qui s'en viennent lors du prochain week-end, Yes, donc programme complet en fin de semaine, 8 matchs. Donc, du vendredi à dimanche, là, il va y avoir beaucoup de hockey à se mettre sous la dent. Donc, ça commence vendredi, programme complet. National de Québec à Saint-Hyacinthe, le National qui a annoncé que ça va être l'entrée en matière de Michael Tam, donc l'ancien capitaine des Remparts là, qui va revenir à sa terre natale, le Québec, enfiler l'uniforme du National. Donc, on n'a pas encore annoncé son premier match à la maison, mais j'imagine que s'il va jouer un match à Saint-Hyacinthe, ça ne devrait pas tarder non plus. Fait que ça va être intéressant à suivre. Il joue samedi, mais il coach le Blizzard. Ouais, ben, il joue dimanche. Dimanche, ouais, ça, quand on va terminer les matchs de la semaine. Mais oui, on en a parlé là, avec Cédric, on vient tout juste d'en parler, les 3L qui vont être à Saint-Georges vendredi. Donc, un match entre la position 1 et la position 3. Donc, ça risque d'être quand même bon. Là, la troisième position, que j'ai dit justement, qui change beaucoup là, parce qu'il y a à peu près 4 clubs là, qui sont tout près de la troisième position. Ensuite de ça, les Marquis à Laval. Du côté de Laval, on a annoncé là, que Derek Parker serait de la formation. De la façon dont on en a parlé, on laisse un petit peu sous-entendre que ça risque d'être son dernier match là, qui revient là, une fois one last dance, si on veut. Donc, ça risque d'être à suivre. J'ai l'impression que les fans de Laval vont être là en grand nombre aussi, justement, pour montrer leur support là, à ce joueur-là là, qui a été très populaire dans les dernières années à Laval. Ensuite de ça, à Sorel, les éperviers qui vont recevoir la visite de l'Assurantia. Donc, quand même, là, du côté de l'Assurantia, si on veut, là, avec le calendrier, commence à rapetisser. Si on veut encore garder des chances là, de finir dans les 2 premières positions au classement, c'est quand même un match de 4 points, un match très important. Puis du côté des éperviers, bon, on va encore se laisser une chance de pouvoir finir premier au classement général. Fait que si on veut rattraper le coup du côté de Sorel, il ne faut plus échapper beaucoup de matchs non plus. Fait que ça risque d'être un gros match de hockey à Sorel. Samedi, 3 matchs quand même. C'est quand même un gros samedi soir. Donc, Laval qui vont être à Thetford. On sait, Laval ont joué 2 matchs contre Thetford en fin de semaine passée. Ça a été quand même des matchs assez animés. Donc, ça risque d'être un autre match enlevant les 2 équipes. Le Cool FM qui va être à Jonquière pour affronter les Marquis. Ça risque d'être un match assez intéressant parce que d'après moi, les Marquis vont les attendre de pied ferme si on se fie au match de samedi passé qui a fini 12-2 pour le Cool à Saint-Georges. Pas mal sûr que les Marquis vont vouloir se faire pardonner, surtout devant leurs fans. Donc, d'après moi, ce match-là risque d'être assez intéressant. Puis sinon, les éperviers qui vont être en visite à Rivière-du-Loup au Centre Premier Tech pour affronter les 3L. Donc, un autre match là, qui risque d'être intéressant. Là. Le dernier match entre les 2 équipes s'est terminé en prolongation. Là. Donc, des matchs serrés. Puis finalement, dimanche à Québec à 13h30, le bataillon qui va rendre visite au National. Donc, série aller-retour entre les 2 équipes. Du côté du National de Québec, ça va être le retour dans l'alignement de Yannick Lehoux qui devrait, dans le fond, qui avait annoncé après son premier match qu'il manquait la fin de semaine dernière, mais qu'après ça, il devrait être disponible à temps plein d'ici la fin de la saison. Donc, il devrait être en uniforme en fin de semaine. Lui qui a marqué un but à son premier match, donc ça va être à suivre là, la progression. Puis, justement, là, de voir la rivalité s'installer là, entre le bataillon puis le National, les 2 clubs d'expansion. Donc, une petite série aller-retour, ça risque d'être bon là, pour justement là, bâtir ça. Là. Super. Donc, du bon hockey en perspective. Yes.
Donc, 8 gros matchs, fait qu'on s'ennuiera pas. Good. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Ça fait une fois de plus intéressant. Merci à Cédric Montmini du Cool FM de Saint-Georges. Et, merci à toi, Dave, également, d'avoir été cette fois-ci réveillé pour pouvoir faire le podcast et non à la sieste. Donc, ouais. Sur ces belles paroles, on vous souhaite bonne soirée et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.